Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'animer cette plénière aujourd'hui sur la scène talent et management. On va y aller directement parce qu'on commence avec 20 minutes de retard, donc on devrait déjà avoir terminé. On va écourter tout ça. Caroline Lameau, je te prie de venir nous rejoindre. Nicolas Benadi aussi. Benadi, pardon, excuse-moi. Tu es le CEO de Swan, tu es la CEO et fondatrice d'Anaxago. On va parler pour commencer, si vous voulez bien. On va parler de la recette sur les fintech, comment réussir une fintech. Ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir un peu si déjà les choses ont peut-être un peu changé par rapport au moment où vous avez commencé, parce que ça a grossi, changé, etc. C'est peut-être plus sérieux maintenant. Le fake it until you make it, comme on dit dans la tech, est-ce que c'est possible sur de la fintech? On commence par quoi? Je vous laisse vous présenter rapidement chacun. Et puis, Caroline, commence, je t'en prie. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Caroline Lameau Dupont. Je suis un des 3 dirigeants fondateurs de la plateforme Anaxago. Anaxago, effectivement, on s'est créé il y a une dizaine d'années, il y a 8 ans plutôt, sur ce qui était à l'époque très très à la mode, c'était le crowdfunding. Et on finançait des startups, des PME. On s'est élargi avec de l'immobilier. Et aujourd'hui, nos types de plateformes représentent qui est la meilleure alternative à la gestion privée sur le marché. On a 10 000 clients investisseurs privés qui investissent régulièrement dans des opportunités d'investissement alternatives, rémunératrices. Et voilà. Nicolas. Bonjour, donc moi je suis Nicolas Benadi, je suis le CEO de Swan. Auparavant, parce qu'on parle de fintech et de la recette des fintech, en fait j'ai déjà créé 2 autres fintech, une en 2007 qui s'appelle Limonetic et une autre en 2014 qui s'appelle Antelope. Mais Swan, qu'est-ce qu'on fait chez Swan? On permet à n'importe quelle entreprise de créer sa néobanque, pour le dire simplement. Donc on permet à n'importe quelle entreprise de créer des comptes de paiement avec des IBAN et avec des cartes avec votre propre logo. Donc c'est une plateforme pour développeurs et ça permet c'est dans la mouvance, désolé d'utiliser des buzzwords, d'embedded finance. Embedded finance, la finance embarquée. Alors du coup ça tombe bien, c'est un grand hasard pour commencer. Entre 2007 et aujourd'hui et des services comme tu proposes toi, j'imagine que ça n'a rien à voir de rentrer dans la fintech. Ça n'a rien à voir parce que déjà il y a un premier sujet, quand on monte une fintech, quand on dit fintech, il y a plein de fintech différentes évidemment. Il y a des gens qui fournissent des services à des CFO, il y a des gens qui fournissent des logiciels pour des banques, et puis il y a des gens qui fournissent des services financiers, ce qui est plutôt ce qu'on fait chez Swan. Et donc quand on fournit des services financiers, il faut être régulé, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi, fake it until you make it. Non, parce que même si on commence à fake it, il y a la Banque de France qui vient vous voir et qui vous dit vous n'avez pas le droit de fake it. Donc ouais, c'est probablement plus facile aujourd'hui de lancer des services parce que aujourd'hui on peut s'appuyer sur des acteurs qui vont le faire en marque blanche comme nous ou d'autres, alors qu'en 2007, des acteurs qui faisaient des services de paiement en marque blanche ou par API, ça n'existait pas du tout. Donc à l'époque, on était obligé de passer par la face nord et de demander un agrément. Quand on regarde Nickel, par exemple, ils ont mis 4 ans pour lancer leur service, ce qui paraît complètement dingue aujourd'hui. Ils ont bien fait. C'est ça, il y a les agréments, mais il y a la partie sécurité, il y a énormément de la connaissance des marchés, etc. Je veux dire, on ne peut pas faire n'importe quoi. On parle de l'argent des gens quand même autour de soi. Je ne sais pas ce que... Moi, ça me parle beaucoup et on le répète régulièrement à nos équipes. L'argent qui est investi sur une plateforme comme Anaxago, la plupart du temps, c'est l'épargne d'une vie. Et c'est des choses avec lesquelles on ne plaisante pas, avec lesquelles le régulateur ne plaisante encore moins. Toute cette histoire, nous, on l'a vécu de façon très, très abrupte quand on a créé Anaxago, puisqu'on a mis toutes nos économies dans notre boîte. On avait 22 ans et ça faisait 4 mois qu'on était lancé. On recevait un courrier de l'AMF qui nous disait ce que vous faites, c'est illégal. C'est 4 ans de prison et 400 000 € d'amende par tête. Mais toutes les économies dans une boîte... Aujourd'hui, ouais. Vos économies, vous n'étiez pas fils de milliardaire. Ça faisait 20 000 € à 3. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, ça suffit encore pour monter une fintech, 20 000 €? Moi, j'y crois très fort parce que je pense qu'on parlera des différents modèles pour créer une fintech. Anaxago, on est un petit peu particulier dans ce paysage parce que on s'est toujours développé en autofinancement. Ça suppose de faire des choix très très drastiques quand on décide de se diversifier, de
surtout ne pas faire d'erreurs stratégiques, parce qu'en fait, si tu crées un truc qui marche pas, tu t'es planté sur ton développement de l'année. Et t'as pas 5 millions pour éponger et aller chercher de la croissance ailleurs. Et ça, c'est une des manières de monter une fintech. Je crois très fort que tu peux encore le faire, même si mon métier c'est de lever des fonds pour des boîtes. Je pense que tu peux le faire sans lever de fonds. Ça prend plus de temps. Ça prend 8 ans pour arriver où on en est. Et je pense que ce que tu dis, c'est intéressant. Moi, je pense que c'est bien sûr encore possible. C'est même plus facile qu'il y a 15 ans. Et pour une bonne raison, c'est que justement les parties qui sont des parties ultra sensibles et sur lesquelles, par contre, impossible de se lancer à 20 000 € et de monter une banque from scratch. Ça, c'est évidemment pas possible. Par contre, de faire une app qui va distribuer des services financiers qui sont produits par des gens qui, eux, sont régulés, ont fait un investissement massif de 5, 10, 20 millions d'euros, ça c'est possible. Je veux dire, on le voit tous les jours. Lydia, ça a commencé comme ça. C'est un exemple parmi plein. Oui, finalement, on voit bien plein de fintech qu'on peut pas appeler banques, mais qui sont pas loin. Enfin, je pense à, je sais pas, des contos ou des prestataires, même alors pas Swile, mais on va en avoir pas mal qui sont en fait des établissements financiers, comme on les appelle. Non, ils ont commencé juste comme distributeurs. Alors, je ne vais pas donner le nom technique de la CPR, c'est soit des agents, soit des IOBSP, mais c'est juste des distributeurs. Donc le jeu, c'est finalement d'avoir, comme tu le fais toi, de plus en plus de service providers, de personnes qui vont, pour pas très cher, t'offrir de la sécurité, de la régulation, un certain nombre de choses, et te dire, en fait, moi, avec 20 000 €, je vais arriver et je vais lancer ma fintech. Est-ce qu'il y a un combo magique là-dedans? Est-ce qu'il faut quand même un dev absolument? On dit souvent un dev et un business. Est-ce qu'il faut quelqu'un de très fort en marketing? Est-ce que ça marche Évidemment. Si c'était facile de monter une start-up, ça saurait. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est, on va dire, avec justement ces briques qu'on peut prendre sur étagère pour justement produire des services financiers, ça devient aussi difficile que monter une start-up. Monter une start-up, c'est extrêmement difficile. Oui, c'est du marketing, c'est de l'IT, c'est du talent, mais c'est pas plus dur finalement de monter une fintech. Moi, ça me semble toujours plus dur. Je me dis, il y a tout ça. Enfin, tu vois, si tu veux faire un site d'annonce demain, je vais pas avoir l'AMF des annonces qui va venir me dire salut Mathieu, t'as pas le droit de faire ça, tu vois. Je suis d'accord. Moi, tous les matins, je me dis la prochaine boîte, c'est une boulangerie. Non pas que ce soit simple de gérer une boulangerie, il faut se lever tôt, c'est pas évident, mais très souvent, régulièrement d'ailleurs, quand on a le régulateur au téléphone, on se dit la prochaine fois, on fait un truc. Mais Nicolas, il n'a pas intérêt à ce qu'on dise ça, c'est ça aussi, parce que lui, il propose. Non, je le pense sincèrement, si on regarde toutes les belles fintechs qui ont démarré ces dernières années, elles ont mis de côté l'aspect compliqué dont tu parles pour se concentrer sur la phase de distribution, sur la phase de construction d'une app, trouver son marché, apporter de la valeur à ses clients et finalement laisser la partie tuyauterie compliquée de la finance à d'autres. Il y a peut-être une compétence indispensable, je reviens sur cet aspect, alors on utilise ce terme, le fake it until you make it, en français, de faire pour de faux jusqu'à ce que tu y arrives, qui est très... on va dire, un adage très connu dans l'univers des startups. Il y a quand même une compétence financière. Je veux dire, dans plein d'autres métiers, finalement, tu arrives, tu n'y connais rien, et puis tu apprends sur le tas, et puis bon, il y a un peu de casse, mais c'est pas très grave. Là, si je commence à récolter de l'argent des gens, de clients B2B, B2C, etc., que je fais n'importe quoi, et que je le perds, même si je suis sécurisé, même si je suis régulé... Je pense que Enfin, moi, mon ressenti, et on en a parlé quand on a échangé sur le sujet de ce matin, la compétence financière, pour moi, elle est essentielle quand tu es producteur. Quand tu es dans la partie production du scope de la fintech. Tu produis des services financiers. Voilà, nous, on est producteur-distributeur. On a vraiment choisi de faire compliqué. Et c'est vrai ce que dit Nicolas sur tous les outils. Nous, ça fait 10 ans que chaque fois qu'on a besoin d'un outil pour gérer un truc, chaque fois qu'on a besoin d'un bout de tuyau, on est obligé de le redévelopper. Maintenant, il y a plein de choses qui existent. Et je pense qu'on se lancerait aujourd'hui, ce serait un peu plus rapide. Mais oui, cette compétence financière, elle est essentielle quand tu es en prod. Quand c'est toi qui construis tes produits et tes services financiers. Elle l'est un peu moins, je pense, sur la partie distribution. Alors quand même, il faut quand même avoir, même quand on fait de la distribution, il faut quand même avoir un minimum de culture, parce que nous, on voit des clients parfois qui viennent nous voir et qui croient qu'ils peuvent collecter de l'argent pour les autres et que finalement, ils n'ont même pas besoin de gens comme nous ou d'autres, hein, que le KYC, ça ne sert à rien et que c'est nul. Non, effectivement. Donc cela, la CPR est là pour s'en occuper et la CPR a bien raison de le faire.
Donc oui, il faut quand même avoir un minimum de culture pour se renseigner, pour pouvoir lancer ce type de service. Mais honnêtement, ça peut s'acquérir en quelques mois. Et on est dans un univers aussi où il y a par nature beaucoup d'argent, beaucoup d'acteurs très gros et historiques. Est-ce que dans la fintech, on peut avoir, je ne sais pas, des pressions, des relations différentes avec des grands établissements bancaires français, internationaux, etc. Est-ce que c'est pareil que partout finalement, et je vais dans la biotech, je vais avoir des grands groupes pharmaceutiques, ou vous pensez qu'il y a des singularités là-dessus aussi? C'est pas un monde rose, hein, mais je pense que c'est pareil pour tous les secteurs. Donc effectivement, c'est plus simple de parler à Visa quand on est une très grande banque. Ça, c'était surtout vrai il y a 15 ans. Maintenant, c'est moins vrai. On peut leur parler. C'est plus simple de parler à la Banque de France quand on est une très grande banque. Mais encore une fois, c'est des choses qui ont changé. Mais néanmoins, il y a des effets de réseau, il y a des effets de grands groupes qui sont... il faut jouer avec, hein, ça fait partie du jeu. Je suis assez d'accord, je pense qu'on a tous entendu parler de la remise en question de l'open banking récemment. Donc ça, c'est un vrai sujet. Sur le sujet de trouver des partenaires avec qui tu as envie de travailler, enfin qui acceptent de travailler avec toi, il y a toujours ce côté t'es trop jeune, enfin on en parlait ce matin, et on n'a pas envie d'être le premier à bosser avec vous, et on n'a pas envie d'être associé à ça. Et en fait, tu grossis tranquillement. Tu vois, Anaxago, c'est 10 000 clients. Et en fait, c'est une petite banque privée. Barclays France, ils avaient 8 000 clients. Et donc, au bout d'un moment, tes clients, ils essaiment, ils sont partout, et les gens sont obligés de bosser avec toi. Et ça se fait plus comme ça, naturellement. Et alors, tu parles de l'open banking. Il y a eu des gros changements de régulation aussi en cours de vos vies d'entrepreneurs de la fintech, vers 2016, 2017 et après, finalement. Est-ce que... j'ai l'impression que pour certains comme vous qui étaient là avant et qui commençaient à déjà défricher pas mal de choses, il y a eu tout d'un coup une sorte de... On a levé le couvercle, on a dit allez-y, c'est la fête. J'exagère un peu, mais voilà. Pour ceux qui arrivent après, du coup, est-ce que c'est pas trop tard? Ah non, tu vois, enfin, nous, on a beaucoup travaillé sur la partie réglementation, enfin régulation avec l'AMF, qui pour le coup est celui qui s'occupe de notre agrément. Et en fait, ça a supposé que pendant 2 ans et demi, on avait un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, de se dire si le truc passe pas, en fait, on arrête tout. Et donc, je pense que de mettre un cadre clair qui permet à de nouvelles activités de se développer, je pense que c'est plutôt que ça facilite. Et ça, c'est un sujet dans les fintechs dans l'ensemble, d'avoir justement cette espèce de lobbying, d'échange permanent. Je veux dire, dans beaucoup de tech, tu t'efforces toujours à penser que à ton client, et puis tout le reste, tu le mets de côté. Vous avez quand même des tas d'injonctions de personnes qui vont vous dire sur la sécurité, sur la compliance, sur plein de choses. Donc vous devez avoir beaucoup d'énergie démultipliée, surtout quand tu es autofinancé. Enfin, ça doit être assez... Écoute, ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu dans lequel on joue. Effectivement, on a quelques règles du jeu, quelques contraintes supplémentaires, et qui rendent le jeu d'autant plus intéressant, quoi. Et c'est vrai que c'est une vraie composante, mais alors déjà les choses se décident plus forcément au niveau national. Sur notre activité, ça se décide au niveau européen. Et là, on va devenir un tout petit peu pointu. Il y a un nouveau statut qui va être imposé, et pour lequel toutes les plateformes d'investissement vont devoir se conformer d'ici novembre 2022. Et aujourd'hui, en France, il n'y a pas une plateforme qui a décidé de choisir cet agrément européen. Donc ça va être un énorme échec. C'est un échec de lobby à la fois de la part des professionnels de la fintech, c'est un échec de la part de la commission. Et donc on va repartir, je pense, dans un cycle de 3-4 ans pour réfléchir à un format plus intelligent. Alors ça marche pas tout le temps, mais il faut quand même peut-être tirer son chapeau à l'Union européenne, parce que même si effectivement il y a des problèmes, la réglementation n'est pas parfaite, mais la DSP 1 et la DSP 2, c'est l'Union européenne qui les a poussés, hein, c'est pas la France. C'est des réglementations qui ont clairement permis l'émergence de néobanques, clairement permis l'émergence d'acteurs de l'open banking. Et moi qui ai pas mal voyagé avec mon ancienne fintech pour aller dans d'autres pays, c'est assez amusant de voir qu'il y a des pays, même la Malaisie par exemple, ils répliquent carrément la réglementation européenne qui est devenue quasiment un exemple pour réguler les startups, les fintech locales, quoi. Donc c'est quand même pas si mal ce qu'on fait en Europe, même si encore une fois. Mais justement, en fait, je donne l'exemple parce que c'est rare en fait qu'il y ait une plantade telle que, et j'ai découvert ça cette semaine en discutant avec toutes les fintechs qui sont membres. Je sais pas, il y a 250 membres dans France Fintech, donc on se parle quand même beaucoup.
Et tu découvres qu'effectivement, personne ne va choisir le statut européen. Donc, c'est raté. En tout cas, il vaut mieux être une fintech en Europe qu'aux États-Unis. D'accord. Si je veux un peu résumer ce qu'on dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de recette à proprement parler, mais il faut quand même voir qu'il y a des spécificités dans le métier, notamment les relations avec les acteurs tiers, donc régulateurs, etc. Ça, c'est quand même un point assez complexe, quoi. Je veux dire, quand tu es à 3 et 20 000 euros, faut qu'il y en ait un qui soit un peu solide sur le truc ou qui apprenne vite, quoi, j'imagine. Des approches de sécurité ou de gestion donc de tes technos avec des partenaires, comme Swan, comme d'autres, j'imagine, sur plein de métiers d'ailleurs. Et puis après, on est dans un univers d'entreprise tech comme toutes les autres. Ouais, c'est bon, vous savez monter une fintech, on a la recette. Est-ce que vous avez un conseil à donner là-dessus, justement, si vous aviez une chose à dire, peut-être quelque chose que vous n'aviez pas vu au début, alors ça fait longtemps aussi, mais ou qui a changé aujourd'hui. Je suis désolé, je vous pose une colle, là, je ne vous avais pas prévenu. Mais... Non, nous, on est un peu des artisans, hein, on y est un peu allé avec le couteau, donc moi, si je devais donner un conseil, c'est pas faire d'économie sur la tech, je sais que c'est ultra bateau, mais nous, on s'est créé une dette technique dont on aurait mis des années à se sortir, donc... tout ce que vous pouvez développer de façon soignée, intelligente, en amont, faites-le. Dites pas que vous allez traiter 20 000 transactions via Excel, c'est une très mauvaise idée. Et moi, je dirais, pensez à ce que vous apportez à votre client. On voit beaucoup de... Justement, comme il y a ces sujets de régulation, de sécurité, on voit parfois des entrepreneurs qui s'enferment là-dedans et qui oublient. Il faut justement faire abstraction de tout ça et à la limite ne pas y penser au début. Il faut y penser après. Mais essayez de voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme valeur à un client. Il y a déjà beaucoup de services. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Très bien. Bon, je vous invite à suivre Caroline, Nicolas sur LinkedIn, par exemple. J'imagine, vous postez aussi pas mal. Et puis à écouter ton podcast aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est bien. Non? Et voilà. Merci, en tout cas, c'était très, très intéressant. Merci beaucoup.